Bonjour et bienvenue sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on va parler de la préparation de tes entretiens de fin d'année. Mais avant ça, peut-être que tu t'étonnes de ne pas entendre la voix de Cédric. Alors rassure-toi, il arrive dans quelques secondes. Il m'a exceptionnellement confié son micro juste le temps de l'introduction de cet épisode et ça tombe bien car j'ai un message pour toi. Cet épisode, c'est la compilation de 3 épisodes clés d'Outils du Manager. Le but, t'aider à préparer tes entretiens de fin d'année. Si Cédric me confie aujourd'hui son précieux micro, c'est que je suis son bras droit chez ODM. Tu m'as peut-être d'ailleurs déjà entendu sur le podcast Croiser dans le ciel, la communauté des entrepreneurs libérés, ou encore dans les mails ou sur la communauté des managers. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que je manage au quotidien l'équipe ODM et j'ai vraiment aujourd'hui envie de te transmettre l'importance de l'épisode du jour. Les entretiens de fin d'année, c'est un sujet urgent si tu ne t'y es pas préparé en amont. Plus qu'une obligation légale, c'est certainement l'un des rendez-vous les plus attendus par tes collaborateurs et généralement, c'est un rendez-vous qu'ils appréhendent aussi. Chez Outils du Manager, on pense même qu'un rendez-vous de ce type par an, ça n'est pas suffisant. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, dans un monde où tout change très vite, où la recherche de sens est devenue très importante. Tes collaborateurs ont plus que jamais besoin de savoir pourquoi ils travaillent, vers où ils vont, bref, que leur métier ait du sens. Mais bon, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, préparons ton prochain entretien de progrès. Ce rendez-vous est crucial et tu dois l'honorer. Alors si tu peux, prends de quoi noter, car dans cet épisode, Cédric et Laurie te présentent la méthode pour préparer ton collaborateur, rédiger ton propre bilan et mener à bien l'entretien. Tu l'auras peut-être remarqué, j'ai dit entretien de progrès et non pas entretien de fin d'année. Pourquoi ? Parce que chez ODM, on pense que ce rendez-vous est le meilleur levier pour motiver et faire progresser tes collaborateurs. Si tu veux toi aussi utiliser ce levier, nous avons créé une formation qui s'appelle EDP, Entretien de progrès. Si tu cliques sur le lien en description, tu peux la découvrir et jusqu'à ce vendredi 17 novembre, tu bénéficies de 30% de remise avec le code montagne. Je t'en reparle en fin de vidéo. Pour l'instant, je rends l'antenne à Cédric et Laurie. Bonne écoute. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Alors aujourd'hui, nouveau podcast qui est de circonstance, on l'enregistre en fin d'année. On va parler des entretiens de fin d'année. Ah bah tiens, justement, sur les entretiens de fin d'année, pourquoi on fait des entretiens de fin d'année ? Alors, Parce que certains de nos auditeurs vont nous poser la question, vont se demander, tiens, c'est la fin de l'année, je vais devoir faire mes entretiens, je suis pas prêt, mais pourquoi on fait un entretien de fin d'année ? Alors pourquoi on les fait, à mon avis, pour la plupart des gens, la réponse c'est on les fait parce qu'on est obligé de les faire. En France, on est obligé d'avoir recours à cet outil-là. Et donc pourquoi on les fait en général ? Parce qu'on est obligé de les faire. C'est un petit peu un pince-homme. En général, les gens en sont frustrés parce que fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se précipitent et c'est pas le meilleur moment pour se consacrer à ce genre de choses. Et les budgets à préparer, voilà. les fins d'année à bien clôturer. Tout à fait. On a aussi les collaborateurs qui voient ça comme soit quelque chose de terrifiant, soit quelque chose d'inutile. Et en général, moi, j'entends beaucoup de frustration autour de cet outil. Maintenant, je pense que c'est un outil qui est extrêmement important, qui est indispensable, même si on a les 1 à 1, même si nous on a développé toute une méthode de management qui est basée sur le 1 à 1, ça remplace pas un 1 à 1, c'est-à-dire, ou ça peut pas être remplacé par un 1 à 1. C'est-à-dire que l'entretien de fin d'année, comme son nom l'indique, c'est une fois par an. Alors ça peut être une fois par semestre aussi. Nous on a plutôt un rythme par semestre, mais c'est vraiment le moment où on fait le point et c'est vraiment important de prendre le temps de le faire et de le faire de manière structurée. Maintenant, est-ce qu'il faut que ça se fasse en fin d'année ? Moi, je préfère les faire en début d'année, une fois que justement l'année est vraiment écoulée et que l'heure du bilan. Mais bon, ça dépend. Il y a des sociétés qui insistent pour que ce soit fait dans l'exercice calendaire. Donc voilà. Après, je sais aussi que il y a des choses qui sont imposées dans les entreprises. Notre but, c'est pas de dynamiter ce qui existe, c'est de le rendre meilleur. On va vous donner des conseils pour le faire le mieux possible, pour le simplifier, pour que ce soit surtout un vrai outil de progrès. Et après, c'est à vous de voir par rapport à votre organisation comment vous pourrez intégrer l'outil complètement ou de manière incomplète. Mais voilà, le but, là, ce qu'on va vous donner dans les podcasts qui vont venir, on va faire toute une série, c'est vraiment de vous donner tout ce qu'il faut pour que l'entretien se déroule le mieux possible, qu'il soit intéressant pour les deux,
soit efficace. Et qui soit efficace. On transforme la contrainte en opportunité. Tout à fait. Vous devez faire un entretien de fin d'année, donc on va le rendre le plus efficace possible. Donc ce qu'on vous propose, c'est de vous accompagner sur cette période, et on va faire une série de podcasts qui vont se succéder les différents thèmes. La première chose, c'est la préparation de l'entretien de fin d'année. La deuxième chose, c'est le déroulement de l'entretien de fin d'année, et on enchaînera certainement sur comment fixer des objectifs, et on fera aussi un podcast qui s'appelle la rentrée du manager, qui n'est pas tout à fait lié aux entretiens de fin d'année, mais qui vous permettent de dire, allez, je démarre bien mon année, voilà ce qu'il faut que je fasse. Donc en gros, on va avoir, au niveau de la structure, on va vous faire d'abord un premier podcast, c'est celui qui va suivre là juste après, où on va demander à votre collaborateur de faire son auto-évaluation. Ensuite, vous allez leur transmettre cette auto-évaluation. Ensuite, on fera un podcast sur la préparation de l'entretien, ce que vous devez faire, vous, de votre côté, une fois que vous avez envoyé le questionnaire d'auto-évaluation à votre collaborateur. Ensuite, on fera un podcast sur l'entretien lui-même, comment il se déroule. Et puis ensuite, on passera à la suite que je vous ai décrite, c'est-à-dire fixer les objectifs et la rentrée du manager. La méthode qu'on va vous présenter, c'est quelque chose qu'on fait depuis de nombreuses années qui fonctionne. Donc le but, c'était de rendre l'entretien de fin d'année réellement productif et intéressant. Donc on démarre. L'entretien de fin d'année, pour vous, il va commencer par l'auto-évaluation de votre collaborateur. Juste avant de démarrer, je voudrais préciser une chose. J'ai parlé tout à l'heure des 1 à 1. Donc le 1 à 1, c'est l'entretien que vous avez avec vos collaborateurs de manière hebdomadaire. C'est le fondement de notre méthode. Mais le 1 à 1, l'entretien de fin d'année, c'est pas la même chose. Alors, on est un peu tous les mêmes. On sait qu'on doit faire l'entretien de fin d'année. On y pense. Et on ne sait jamais par quelle boule prendre, quoi. Comment démarrer, comment je vais faire, qu'est-ce que je dois prendre. Et puis là, on va arriver en janvier. Ouais. Je pense que c'est mieux de le faire aussi sur janvier. Et puis on va arriver fin janvier et puis on sera pas prêt. Et on fera l'entretien de fin d'année un petit peu à l'arrache. Et donc vous montrerez par bien peu de respect pour votre collaborateur. Voilà. Donc la première chose que vous pouvez faire, les deux choses que vous pouvez faire tout de suite, d'abord verrouiller l'endroit où vous allez faire vos revues de fin d'année, c'est bête, hein, mais réservez la salle de réunion, mettez les dates. Ça va vous obliger, ça va tout de suite vous donner une deadline. Vous allez vous dire, bon, de toute façon, il faut qu'on soit prêt pour cette date-là. Donc, vous mettez ça dans votre agenda, vous invitez vos collaborateurs. Ils savent que l'entretien de fin d'année, parce qu'ils sont comme vous, ils sont en train de se dire, mais c'est bizarre, il n'a pas encore parlé des entretiens de fin d'année, ou il en a parlé, mais il n'a pas fixé de date. L'année dernière, ça s'est fait un peu n'importe comment. On les a fait en mars, alors que le début de l'année, alors que c'était plutôt en janvier, etc., etc. Donc, tout de suite, la première chose que vous allez faire, vous allez fixer l'heure, la date et le rendez-vous. Deuxièmement, vous allez leur demander de préparer leur revue de fin d'année. Donc je rappelle le plan. Premièrement, vous allez leur demander de s'auto-évaluer, c'est l'objet de ce podcast. Deuxièmement, vous allez leur transmettre leur transmettre votre propre évaluation. Vous allez préparer l'entretien de fin d'année de votre côté. Vous allez avoir l'entretien de fin d'année avec eux, ce sera un autre podcast. Et lors d'un entretien ensuite, un autre entretien, vous fixerez les objectifs annuels, ça fera l'objet d'un autre podcast, et puis on fera un podcast sur la manière dont vous-même vous allez préparer votre année. D'accord. Donc on commence par leur demander de faire leur propre entretien de fin d'année. C'est exactement ça. Ça peut vous étonner, mais la première chose que vous allez faire, c'est leur demander de s'auto-évaluer. On va vous proposer un modèle d'email à leur envoyer. Donc en gros, vous allez envoyer ça par exemple avant Noël, et voilà ce que pourrait être l'email que vous allez renvoyer. Nous allons nous rencontrer le 23 janvier pour faire le bilan de vos performances pour cette année et discuter de vos objectifs pour l'année prochaine. Afin de nous préparer tous les deux, j'aimerais que vous remplissiez le petit document 6 juin qui vous permet de vous auto-évaluer. Mettez-vous dans la peau du manager que je suis et évaluez votre performance. J'aimerais que vous mettiez vos propres appréciations et notes, comme je vais aussi le faire de mon côté. De mon côté, je vais utiliser pour cela votre description de poste, vos objectifs annuels, vos revues des années précédentes, les notes des 1 à 1 et les différents documents de suivi que nous avons échangés. J'attends cet entretien avec impatience et je serai heureux de répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser entre-temps. Et là, vous allez leur transmettre un document qui est assez simple, qui s'appelle auto-évaluation.
On va le mettre en ligne, c'est un exemple. Encore une fois, c'est comme le mail que je viens de vous dicter, vous le faites à votre manière. Ce qui est important dans le mail, c'est que vous leur annonciez qu'effectivement il va y avoir un entretien de fin d'année, que leur manière de le préparer, ce sera leur évaluation, et leur évaluation, leur auto-évaluation, vous leur demandez de se mettre dans votre peau pour se juger eux-mêmes. C'est vraiment important qu'ils le fassent. Et que ensuite vous aussi vous allez préparer de votre côté et qu'ensuite il y aura une rencontre. C'est les éléments qui doivent figurer dans le mail. Vous le mettez à votre manière, vous avez certainement une autre. Et en plus on les rassure parce que là on va leur donner une structure. Tout à fait. Un tableau à remplir, voilà. Une trame. Vous allez leur donner une trame. Des questions et une trame. Donc c'est un document qui a 3 parties, qui a 5 parties, pardon. Première partie, auto-évaluation, votre fonction et vos missions. Deuxième partie, auto-évaluation, l'année écoulée. Troisième partie, votre entreprise. Quatrième partie, vos objectifs futurs. Cinquième partie, vos demandes. Bon, on peut peut-être entrer dans le détail de chaque partie. Oui, c'est ce que j'allais faire. On va détailler en fait chaque partie. Je pense que la structure doit être celle-là. Après, ce que nous on met à l'intérieur, peut-être qu'il peut y avoir des... Ça peut être adapté. Ça peut être adapté, tout à fait. Donc auto-évaluation, votre fonction et vos missions. Oui. En fait, il s'agit de demander à la personne de décrire les 3 missions principales et permanentes de sa fonction. Donc, il faut bien distinguer la chose. Ce ne sont pas ses objectifs annuels précis et chiffrés, parce que ça, c'est ce qui correspond aux besoins du moment. Vous pouvez avoir des objectifs sur un mois, vous pouvez avoir des objectifs sur 3 mois, des objectifs sur 6 mois, etc. C'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle du rôle que la personne occupe dans l'entreprise. Donc en fait, pour chacune de ces missions ou domaines, elle va s'évaluer avec une note chez nous de A à E, c'est-à-dire qu'en fait A, ça veut dire exceptionnellement performante dans le domaine, et E, ça indique une situation d'échec. Ensuite, vous allez lui demander si elle a des questions sur sa fonction, et ce que vous attendez d'elle. Puis vous poserez 2 autres questions, c'est quels sont vos domaines favoris et quels sont vos points d'amélioration. Donc je vous le dis tel que c'est dans la fiche. Donc on a petit 1, auto-évaluation de votre fonction et de vos missions. Et en fait, derrière, il y a 1, 2, 3, 4, 5 questions. C'est 1, quelles sont les 3 missions principales et permanentes de votre fonction. 2, quelle note vous donnez-vous dans chaque domaine. Donc A exceptionnel, F, c'est F échec. 3, avez-vous des questions sur votre fonction et ce que j'attends de vous. Ensuite, quels sont vos domaines favoris? Et ensuite, quels sont vos points d'amélioration? Voilà. Première partie, votre fonction, vos missions. Comment j'ai performé cette année sur les domaines dont je suis responsable. Ok, donc ensuite, on a la deuxième partie de l'auto-évaluation, l'année écoulée. Voilà. Là, on va parler de l'année en cours. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, les questions sont, première question, quels ont été pour vous les événements marquants de l'année? Donc là, c'est plus du qualitatif, et ça peut être des choses personnelles ou professionnelles, peu importe. C'est vraiment la personne qui parle, c'est pas vous. Et ça permet de voir ce qui a compté pour la personne dans l'année. Pour vous, c'est une information importante. Ensuite, vous lui demandez quels étaient ses objectifs. C'est la deuxième question. Quels étaient vos objectifs pour cette année? Et vous lui demandez, c'est la troisième question, sa propre évaluation sur ceci. Donc là, on est dans des choses précise. Quand on parlera de comment fixer des objectifs, on verra qu'on est dans quelque chose le plus précis possible pour être sûr qu'on est en phase sur ce qu'il y a à faire concrètement. Et donc, elle va s'évaluer. Il y a des gens, ils ont un objectif dans l'année, ou dans le semestre, ou dans la période qu'on va juger. Et en général, on évite qu'il y en ait plus de 5. Au-delà de 5 objectifs, on est quand même dans quelque chose d'assez compliqué. En général, vaut mieux étaler dans l'année. Ensuite, on va leur demander, c'est la 4e question, quelles ont été vos réalisations positives? Et là, on est dans du qualitatif. Ça peut être en lien avec les objectifs, mais il peut y avoir aussi des réalisations qui ont été faites à côté dont elles voudraient vous faire part. Ensuite, la question d'après, c'est quels ont été vos échecs et vos difficultés? C'est-à-dire la même question, mais je dirais la partie négative. Et ensuite, vous allez leur demander bêtement de se donner une note de A à F en termes d'évaluation globale. C'est-à-dire cette année, pour moi, je me juge plutôt exceptionnellement bon, très bon, bon, moyen, faible ou en échec.
Voilà Ok. donc pour l'année écoulée. Pour l'année écoulée. Ensuite, tu leur demandes de parler de leur entreprise. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, c'est quelque chose que j'avais pas mise c'est une chose que j'avais pas mise dans les questionnaires précédents. Or, je me rends compte que très souvent, quand il y a des divergences et des dysfonctionnements, c'est parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde sur l'entreprise, sur ce qui s'y passe, etc. La stratégie d'entreprise ou l'entreprise? Alors, on va voir à travers les questions comment on veut y arriver, mais effectivement, principalement là, on va parler de la stratégie et du rôle de l'entreprise, mais surtout ce qui s'est passé pour l'entreprise dans l'année écoulée. Je pense que de plus en plus, c'est nécessaire que les collaborateurs aient un sens dans leur travail. On en avait un petit peu parlé quand on avait parlé des nouvelles générations, etc., qui avaient effectivement des attentes au niveau salarial, responsabilité, fonction, etc., mais surtout qu'il y avait des attentes au niveau du sens de leur travail. On travaille plus pour travailler, on travaille pour gagner de l'argent, mais plus forcément pour gagner le maximum d'argent possible, ou on travaille plus juste pour bien faire. On veut comprendre pourquoi on travaille. Et donc c'est important lors de l'entretien de fin d'année que vous sachiez et que votre collaborateur ait l'occasion de vous dire ce qu'il comprend du sens de son travail et surtout de son rôle dans l'entreprise. On a démarré le questionnaire en leur demandant de s'évaluer sur sa fonction et sur leur fonction et sur leur mission. C'est une chose, ça c'est je suis responsable comptable, etc. Mais ensuite, il faut qu'ils soient capables de replacer dans le contexte de l'entreprise leur rôle, ce qu'ils vivent, etc. Ça permet aussi de focaliser quand même l'entretien sur les aspects professionnels. Donc, vous allez leur poser 5 questions. Quelle est la stratégie de l'entreprise? Comment s'est déroulée l'année pour l'entreprise? Qu'est-ce qui doit, d'après vous, continuer? Qu'est-ce qui doit, d'après vous, changer? Et quelle peut être votre contribution? Alors, vous voyez qu'il y a pas mal d'éléments qui vont être redondants dans les objectifs, dans le rôle, dans comment ils peuvent contribuer dans l'entreprise, etc., etc. Mais c'est normal. C'est même plutôt rassurant s'il y a des redondances. Si les objectifs ont rien à voir avec leur contribution, il y a un problème. Donc voilà. Et si vous évoluez dans une grosse structure, évidemment, vous n'êtes pas obligé de parler de l'entreprise en général ou du groupe. Vous pouvez parler de la filiale, vous pouvez parler éventuellement du service. La taille, voilà, ça dépend de la taille et de l'organisation dans laquelle vous évoluez. Mais voilà, le point 3, c'est votre entreprise, enfin en tout cas, c'est leur environnement. Ok, ensuite tu dis qu'on doit leur demander leurs objectifs personnels, les objectifs futurs, pardon. Futurs, ouais. En fait, là on aura juste 2 parties, les objectifs pour l'année à venir et leurs objectifs à plus long terme. C'est important que vous sachiez quelles sont leurs aspirations du moment. Alors, il y a des gens qui vont pas être capables de vous répondre, à ça, et c'est pas grave. Je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas envie de se projeter au-delà de l'année en cours. La dernière question, les objectifs futurs, il faut pas s'obliger à répondre. C'est-à-dire que c'est pas non plus quelque chose d'engageant pour le salarié. C'est plus une info dont vous avez besoin pour connaître ses aspirations. Moi, j'ai des salariés, leurs aspirations futures à long terme, chaque année, elles changent. Ok, bon, c'est tout, ils sont faits comme ça et il n'y a pas de mal à ça, mais au moins je me dis, tiens, en ce moment, lui, il est plus... plutôt comme ça, voilà, il veut plus, et en ce moment, il veut plutôt élever des moutons dans le Larzac, alors que l'année dernière, il voulait plutôt être Golden Boy. Ouais. Voilà. Enfin, après, tu parles de leur demande. Oui, et là, j'ai 3 questions. La première, je pense qu'elle est obligatoire, en tout cas quand on a un système qualité, c'est celle des souhaits en formation. Tout en sachant qu'en fait l'objectif de cette dernière question, c'est les demandes en général. C'est-à-dire que une fois que vous avez déroulé les fonctions, les missions, que vous leur avez demandé leur point d'amélioration, qu'ensuite vous leur avez demandé de s'auto-évaluer sur l'année écoulée, de se noter, et puis enfin que vous leur avez demandé de réfléchir à la stratégie de l'entreprise, qui passait dans l'entreprise, etc., il est logique que vous leur demandiez comment je peux vous aider en fait à réaliser, soit vous nous améliorez sur votre fonction, soit à réaliser de meilleures performances l'année prochaine, ou à contribuer. Sans les guider, quoi. C'est très ouvert. Voilà, c'est plutôt ouvert, mais on met quand même des questions parce que ça permet de guider la personne. Donc la première, c'est quels sont vos besoins en formation. La deuxième, elle est très large, c'est comment puis-je vous y aider. Pardon, comment puis-je vous aider. Et la dernière, elle est encore plus ouverte, c'est avez-vous d'autres feedbacks, réflexions, remarques dont vous pouvez me faire part.
Donc là, vous ouvrez vraiment, et voilà, c'est l'occasion d'entendre des choses plus ou moins agréables. Mais voilà, c'est un outil de progrès, et là on est plus dans la relation de avec votre collaborateur. D'accord. Ce sera aussi pour vous l'occasion, vous inquiétez pas, de lui dire ce que vous attendez de lui, hein. Mais là on est dans l'auto-évaluation. Là, je vois que dans l'ancien questionnaire, on demandait à la personne de dire comment elle se situait dans le groupe. On lui demandait même comment elle s'évaluait par rapport à ses collègues. On lui disait, est-ce que je suis un contributeur moyen, majeur, indispensable. Je sais plus quelle était la terminologie. Ça donne tout de suite, hein. On leur demande de se classer, quoi. C'était presque une demande de classement. Bon. Et en fait, avec le recul, en fait, les gens s'évaluent tous comme contributeurs majeurs. Donc ils veulent pas se mettre comme le meilleur du groupe, peut-être parce que ça se dit pas ou ça se fait pas, ou peut-être parce qu'ils pensent pas. Mais ils veulent pas non plus s'évaluer en retrait parce qu'ils se disent c'est pas forcément bien pour la suite de ma carrière. Donc j'ai enlevé ça, d'abord parce que je pense que c'est une question artificielle et que demander à quelqu'un de se classer lui-même dans un groupe, vous allez avoir des réponses qui vont être très variables selon les tempéraments des gens et pas forcément en fonction de ce qu'ils pensent réellement d'eux-mêmes. Puis qu'est-ce qu'on en tire ? Et ensuite, la deuxième raison, c'est... Bon, je pense que vous savez globalement qui sont vos bons et qui sont vos moins bons dans les groupes. Maintenant, vous allez voir quand on parlera de l'évaluation que vous allez faire des salariés, j'ai enlevé aussi à ce niveau-là parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment... Alors, que ce soit vraiment utile dans une évaluation de dire à quelqu'un t'es le meilleur, t'es le moins bon, etc. Je pense que vous allez plutôt jouer la carte du travail ensemble, en groupe, et que donc un classement que vous donneriez à vos salariés serait plutôt malvenu. C'est peut-être une différence culturelle aussi avec la société américaine. Voilà, nous il y a un contenu culturel qui fait qu'en général c'est pas forcément un outil de progrès. Ça ne veut pas dire que vous devez pas avoir une notion très précise de qui sont les bons et qui sont les moins bons dans votre équipe. J'en parlais récemment à quelqu'un qui me posait des questions sur le management, où il m'expliquait, dans mon équipe, j'ai quand même un problème. Quand j'ai un nouveau travail à fournir, je vais aller voir mes bons, parce que je sais qu'ils vont prendre, et je vais éviter d'aller voir un tel ou une telle, parce que je sais qu'elle va râler quand je lui apporte quelque chose, etc. Et il dit, je pense que c'est pas juste. Alors, ok, je lui dis, ouais, mais là, on n'est pas dans une notion de justice, on est dans une notion de performance. Si, quand tu le donnes à Paul, tu as plus de chances que ce soit bien fait que quand tu le donnes à Janine, bah tu le donnes à Paul. Oui, mais quand même, c'est pas... Ah, mais je dis par contre, faut récompenser Paul à la hauteur de sa production de travail, et il faut aller voir Janine et lui dire, tu vois, bah ça, je voulais te le donner, et pour finir, je l'ai pas fait parce que ton attitude est telle, etc. C'est-à-dire qu'on peut avoir un discours avec les personnes en 1 à 1, en lui disant bah vraiment je suis satisfait de ton boulot, etc. Je vais même t'en donner davantage et puis tu vas pouvoir progresser, etc. Et puis il y a une autre où on fait un feedback d'ajustement en disant tu vois quand je t'ai donné tel boulot, la première chose que t'as fait, t'as levé les yeux au ciel, t'as commencé à m'expliquer que t'aurais... et puis expliquer les conséquences. Voilà, ça pour moi c'est la bonne méthode, c'est-à-dire qu'à celui qui est bon on fait du feedback positif en lui disant faut continuer, il faut même encore s'améliorer, mais dans cette voie-là, et à celui qui est un petit peu à côté de la plaque d'essayer de le ramener dans ce qu'on veut faire. Maintenant les classer, leur dire celui-là c'est mon meilleur et celui-là c'est mon moins bon, vous devez le savoir parce que vous savez que plus vous passerez de temps avec les bons, meilleurs ils deviendront, et malheureusement quelquefois sur les autres c'est pas du temps qu'il faut passer mais c'est plutôt des actions qu'il faut faire. Ça, c'est important pour votre stratégie à vous, mais en parler à eux, je pense, c'est pas forcément un facteur de progrès. Voilà. Et donc, on envoie ce formulaire. Oui. Alors, l'idéal, ce serait que vous l'envoyiez maintenant et que vous en demandiez le retour sous une certaine. Combien de temps on donne 2 semaines ? Ça doit aller vite. Une semaine normalement. Allez, 2 semaines si vous voulez, mais. En plus, il faut leur dire, il faut pas qu'ils passent du temps, c'est ce qui leur vient à l'esprit, etc., etc. Vous, votre approche, elle va être un petit peu plus creusée. En fait, ça va dépendre. Si vous faites des 1 à 1 avec eux depuis longtemps, ils vont aller très vite à remplir le questionnaire, puisqu'en fait, vous êtes en phase. Si vous n'avez pas mis en place beaucoup d'outils de management, ça va peut-être être un peu plus long, plus compliqué, et les premières évaluations seront peut-être pas terribles. Voilà. Donc, pendant que la personne va préparer son auto-évaluation, vous allez préparer son évaluation.
Mais l'auto-évaluation, vous allez aussi l'utiliser dans votre processus de préparation. Ok, alors pour la préparation, quels sont tes conseils, s'il te plaît? Il y a c'est assez simple sur le papier, il y a 3 étapes importantes. La première, c'est de réunir des données sur la personne. La deuxième, c'est d'évaluer ces données. La troisième, c'est d'écrire un bilan. Ça paraît logique. Alors réunir les données, qu'est-ce que tu entends par là? Alors, bien sûr, dans ce que je vais dire, il y a des choses que vous n'avez pas faites pendant l'année, il est trop tard, malheureusement, mais ça vous donnera des indications sur ce que vous devez faire en tant que manager dans l'année pour avoir un entretien de fin d'année correct. Donc il y aura 5 sources d'informations importantes. La première, ce sera à propos du poste, la description du poste. La seconde source, ce sera les indicateurs de performance. La troisième, l'historique. La quatrième, l'attitude de la personne. Et la cinquième, son auto-évaluation, c'est-à-dire ce que vous lui avez demandé de faire la dernière fois. D'accord. Donc le poste, vous allez démarrer avec la description de fonction. Alors ça a différents noms selon les entreprises, mais en gros le document dans l'entreprise qui décrit quelles sont les fonctions principales de la personne, les compétences qu'on attend d'elle, Une fonction etc. ou une fiche de poste. Une fiche de poste, voilà, ça peut avoir différents noms, mais en gros la question ça va être, vous allez prendre cette fiche, vous allez la regarder et la question que vous allez vous poser, la première question c'est est-ce qu'il est mentionné est-ce que ce qui est mentionné sur cette fiche de poste est juste? C'est la première chose. Ok, alors mais par contre, parce que moi je connais beaucoup d'entreprises, si je leur dis fiche fonction, fiche de poste, ils n'en ont pas. Ils vont se dire, vrai ça n'existe pas chez eux. Non. Ça n'a jamais été fait. S'ils n'ont pas de système qualité, tout ça, ils ne sont pas contraints à le faire. D'accord. Alors, comment on peut Ça faire? existe encore. Ça existe C'est fou, encore. ça. C'est fou. Bon bah malheureusement ce podcast ne s'adresse pas à ce genre d'entreprise. Non, je plaisante. À mon avis, clairement, déjà dans 60%... Ou des fiches de poste pas à jour. Ouais, alors ça voilà. aussi. C'est-à-dire qu'il faut une fiche de poste pour la DRH, le système qualité machin. C'est un truc qu'on a fait quand le consultant était venu pour mettre en place la qualité chez nous, ou parce que tout d'un coup... 5 ans après, ça n'a plus rien à voir. Voilà, et 5 ans après, ça peut rien avoir. Mais attention, c'est vraiment important que vous ayez une fiche de poste dans votre entreprise. Donc vous dites pas c'est tellement horrible et de toute façon on est en retard que je vais sauter cette étape. Ça va être justement l'occasion de remettre les choses d'aplomb. C'est des outils d'entreprise. Et si vous avez soit pas d'outil, bon là c'est bien, vous démarrez d'une page blanche, ou si vous avez un outil mais avec des divergences avec la réalité, c'est très très embêtant. Donc impérativement, avoir une fiche de poste pour les personnes que vous managez, même si votre entreprise n'en a pas. Ok, ça c'est très intéressant. Après, je comprends pas pourquoi il faut passer du temps là-dessus alors que nous jugeons la personne par le poste. En fait, pour juger la personne, vous avez besoin d'avoir un standard objectif. Si vous n'avez pas de standard, donc un standard c'est quelque chose qui nous permet de comparer. Donc si vous n'avez pas de standard, vous allez le juger par rapport, alors soit par rapport à ses collègues, dans la dernière fois on a dit que c'était pas forcément idéal, ou soit par rapport à une opinion personnelle. Tu veux dire qu'il y a un peu d'affectif qui va rentrer dans notre jugement? Oui, enfin il va y avoir de l'affectif, il va y avoir, vous risquez par exemple de mélanger sa performance de l'année par rapport aux objectifs avec son contenu de poste, où là on est quand même dans des domaines et des concepts différents. On risque d'avoir en mémoire que le dernier mois qui vient de se passer. En plus, c'est le risque. Donc vous devez avoir un canevas pour comparer la personne avec le poste idéal qu'elle est censée occuper. En fait, quand vous faites une fiche de fonction, vous vous placez du point de vue de l'entreprise et vous vous dites pourquoi j'ai besoin de cette fonction. Ensuite, c'est un outil qui va permettre de valider avec votre collaborateur que vous êtes d'accord avec ce qu'il est censé faire. Très souvent, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes priorités et les mêmes idées sur un poste, alors que c'est-à-dire que vous faites une idée du contrôleur de gestion idéal, en se disant il doit être proche des opérationnels, machin, etc. Et lui, il a une idée complètement différente où, non, il faut que je sois cohérent avec la compta. Voilà, ça peut être un exemple où là, on est très très éloigné et du coup, tout est biaisé, c'est-à-dire qu'on parle pas des mêmes choses. Il a l'impression d'être parfaitement dans sa mission, alors que vous vous dites mais il est complètement à côté de la plaque. Ou il peut se dire mais pourquoi il me demande de faire ça alors que je suis pas censé le faire, etc., etc. Donc c'est un outil pour se mettre en phase, de tracer un idéal et de voir si on est bien dans l'idéal ou si on est un petit peu à côté. C'est une occasion aussi importante de vérifier si le poste n'a pas évolué ou s'il va être amené à évoluer en fonction de la stratégie d'entreprise. Et voilà, c'est tout simplement l'importance d'avoir un standard, ne serait-ce que pour faciliter les remarques.
Un petit peu comme comme quand vous faites un feedback, c'est-à-dire ça fait effectivement une distinction entre la personne et son comportement. Et ben de la même manière, là, on fait une distinction entre la personne et son poste. Sinon, toutes les remarques que vous pourriez avoir à formuler seront sur un mode personnel et émotionnel. C'est le risque. Donc, je vous incite donc à télécharger ce petit podcast et à faire l'exercice tout seul ou avec votre collaborateur, mais à un moment de le confronter avec votre collaborateur. C'est tout simple, hein. Franchement, il y en a pour 10 minutes. Ok. Ensuite, il y a comment l'individu a performé par rapport au poste. On a le moyen de mesurer la performance à travers les indicateurs individuels. Vous allez avoir en fait avec vous les données objectives sur la performance de la personne. Donc ça peut être différent. On fera un podcast sur les objectifs. On en a fait un déjà, mais je pense qu'il a besoin d'être un petit peu revu. Mais toujours est-il qu'en fait vous allez mesurer effectivement sa performance sur l'année. Et voilà. Alors après, effectivement, selon les personnes, ça peut être des choses différentes. Ça peut être pour un commercial, le nombre de clients nouveaux, la marge développée, le nombre d'appels. Ça va dépendre énormément du poste. On peut pas faire de règle générale. Là, c'est vraiment spécifique à la fois à la mission de la personne et puis à ce qu'on attendait cette année-là. Mais l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez déterminer des critères objectifs pour juger les performances de la personne. Si vous le faites pas, vous allez être en dehors de tout jugement donc objectif, vous allez être donc dans le domaine du subjectif, c'est dangereux, c'est irrespectueux envers la personne, c'est inefficace. Donc il faut réunir toutes ces données qui vous permettent de juger de la performance de la personne. Alors par contre, si on n'a pas fixé d'objectif écrit, parce qu'à mon avis, là on a beaucoup d'auditeurs qui se disent j'ai pas fixé d'objectif cette année. C'est embêtant parce que c'est une erreur, je pense. Et donc là, vous allez devoir faire preuve de bon sens. Donc vous allez être vraiment dans le domaine du subjectif, puisque vous allez juger la personne sur des choses sur des critères. Vous n'êtes pas mis d'accord avec la personne et vous allez la juger quand même. Ouais. On a eu le cas chez nous, ça a été une catastrophe. Je sais pas si tu t'en souviens. Tout à fait. Ouais. Où effectivement, on a envoyé une auto-évaluation à une personne. Elle n'était pas du tout d'accord. Elle était pas d'accord parce que il y avait énormément de subjectifs dans la manière dont toi tu jugeais la personne et dont elle se voyait elle-même, puisque vous n'étiez pas mis d'accord au départ sur un standard pour s'évaluer. Tout à fait. Donc c'est vraiment important que vous soyez bien au clair avec la personne sur la manière dont elle sera évaluée. Alors après, si ça n'existe pas, on peut peut-être se raccrocher sur, déjà dans les prises de notes de 1 à 1, on a peut-être quelques objectifs sur lesquels c'était évoqué. On va en parler de ça. Ouais. Du service. Pour moi, c'est pas la même chose. Alors, vous avez deux manières de vous rattraper, comme tu dis, c'est effectivement l'objectif du service, ou s'il n'y a pas d'objectif dans le service, l'objectif de l'entreprise. Là, s'il n'y en a pas, on ne peut plus rien pour vous. Alors, et puis s'il n'y en a pas, il y a encore une manière de faire, c'est de juger par rapport à l'année d'avant. Ouais. Je dis n'importe quoi, mais imaginons que vous ayez un vendeur, mais que vous lui ayez pas fixé par exemple d'objectif de chiffre d'affaires, que votre entreprise n'ait pas de budget. Bon, là, on va un peu fort, mais pourquoi pas? La seule manière de l'évaluer, si vous pensez là en fin d'année que c'était le chiffre d'affaires qui était important, c'est de dire comment il se compare par rapport à celui de l'année dernière. Ouais. Ce sera le moins subjectif que vous puissiez faire. Vous vous basez sur un fait réel et avéré qui est cette année on a fait 1 million de chiffre d'affaires, l'année dernière on a fait 750 000, bravo. Voilà. Mais donc il y a ça, c'est la première manière, c'est de vous, effectivement comme tu dis, de remonter d'un cran, voire de 2 crans, voire de 3 crans, mais plus vous allez vous remonter, moins la personne va se sentir responsabilisée, puisque vous n'aurez pas décliné l'objectif général au niveau individuel. Et donc ensuite, si en plus il n'y avait pas d'objectif même au niveau général, la seule chose que vous puissiez faire, c'est constater s'il y a progrès ou non par rapport à une situation que vous aviez évaluée l'année d'avant. La deuxième manière de faire, c'est effectivement, étant donné son poste, d'évaluer si elle contribue conformément à ce que le poste demande. C'est-à-dire vous avez plus raisonné en termes de domaine de responsabilité et de dire par exemple un responsable des ventes, vous allez essayer de juger objectivement s'il a été responsable des ventes, quelles ont été ses actions, etc. Mais vous voyez bien que on est quand même sur des critères qui sont beaucoup moins intéressants et beaucoup moins efficaces que les objectifs individuels précis qui correspondent à une déclinaison des objectifs généraux, toujours. Mais ça, on reviendra dessus dans le podcast sur les objectifs. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes? Oui, il y a les événements critiques.
il y a certainement eu des événements dans l'année qui vous ont permis de juger la personne. Par exemple, la participation à un projet, ou bien un incident avec un client, ou une occasion où le salarié s'est illustré en négatif ou en positif. Donc tout ça, vous allez retrouver ça dans vos notes de 1 à 1, ou bien dans les échanges d'emails que vous avez eus avec le collaborateur. Sinon, si vous faites pas ça, c'est-à-dire si vous vous basez uniquement sur votre mémoire pour ces critères-là, qui sont alors là, pour le coup, beaucoup moins, je dirais, incontestables, vous allez être influencé par les derniers événements qui datent de quelques semaines. Notre mémoire, elle est faite comme ça. On se souvient très bien, tout le monde le sait, de la semaine dernière, celle d'avant, éventuellement du mois d'avant, mais Après, quand on va au-delà, à part si ça a un contenu émotionnel très élevé, on n'a plus en mémoire. On ne sait plus si c'était ce trimestre-ci ou pas, etc. Et donc, on va plutôt se souvenir de ce qui est très récent ou de ce qui a un contenu émotionnel élevé. C'est-à-dire, je me souviens, mais il était déchaîné ce jour-là, etc. Donc, vous allez principalement vous baser sur les notes que vous avez prises pendant vos 1 à 1. d'accord, Donc, j'insiste, vous prenez vraiment vos 1 à 1 depuis le début de l'année, pas les derniers. d'accord. Vous le faites dans l'ordre chronologique et vous prenez des notes au fur et à mesure que vous lisez. Et pour les mauvais élèves qui font pas encore de 1 à 1? Là, vous loupez l'essentiel de notre méthode, c'est ce que je disais. Donc, je rappelle, si vous voulez que votre management soit efficace, il y a une chose unique et simple à mettre en place, ce sont les 1 à 1. Écoutez les podcasts sur le sujet. Vous allez sur iTunes, vous tapez outils du manager, vous vous abonnez et vous verrez que les premiers podcasts qui sont pas les mieux enregistrés traitent du 1 à 1, ou bien vous cherchez dans la liste des podcasts qui va s'afficher tous les endroits où on parle de 1 à 1. De 1 à 1. Et là, vous allez comprendre que cet outil est vraiment utile. Alors pour les retardataires? Alors, pour les retardataires, comment on fait? Eh ben, il faut que vous trouviez les éléments écrits qui vous permettront de vous replonger dans le déroulement de l'année écoulée. Donc, ne faites pas confiance à votre mémoire. Prenez peut-être vos notes de réunion. Prenez votre journal. Moi, régulièrement, alors c'est un autre podcast qu'on a fait, je fais un bilan toutes les semaines de ce qu'il y a eu, de ce qui s'est passé dans la semaine. Je le note. Ça m'aide à briefer, à débriefer, début de semaine, fin de semaine. Et puis, voilà, je peux revenir en arrière sur l'année en me disant... peut-être l'agenda aussi. Comment? L'agenda. Votre agenda. Pour la réunion, on se dit, ah oui, tiens, c'est vrai, c'était passé. Pendant cette réunion, il s'est passé ça. Ça fait remonter la mémoire, quoi. Et vos mails, c'est-à-dire vous allez, si vous avez un logiciel d'email performant, vous tapez le nom de la personne et vous regardez, alors vous survolez, mais vous regardez tous les emails que vous avez échangés depuis le début de l'année. Ça paraît une masse énorme d'informations, mais en fait, faut aller vite, faut lire en transversal. Il faut que ça vous permette de vous replonger dans le moment où ça a été fait. C'est ça qui est important. Comment? On remonte le temps. Comme si on remontait le temps, en fait. Si vous faites pas ça, ça va être vraiment compliqué de vraiment faire un bilan de l'année. Ensuite, on a les indicateurs de performance, les événements importants. Ouais. Mais est-ce qu'il ne faut pas prendre également en considération l'attitude, le comportement de la personne? Bien sûr que si, c'est aussi important que le reste. Vous avez les critères chiffrés et les objectifs. Vous avez effectivement ce qui s'est passé, les lieux, les contributions, les réalisations de la personne, mais vous avez aussi son attitude. Et là, on ne parle pas de performance, on parle d'une attitude générale. C'est la chose qui est le plus influencée par le temps dans votre mémoire. On a en tête le dernier comportement des personnes qu'on côtoie, ou on a en tête un truc qui s'est passé dans l'année où vraiment ça a été formidable ou inacceptable. Et on oublie facilement l'attitude qu'ils pouvaient avoir en début d'année, ou celle qu'ils ont eue, ou les gens qui ont une attitude très constante, par exemple. Et là, vos notes de 1 à 1, j'y reviens, je suis désolé, mais elles vont être primordiales. Parce que dans vos notes de 1 à 1, il faut qu'il y ait ce contenu-là. Il faut que vous disiez, tiens, il était plutôt démotivé à cette période-là, ou bien il m'a vraiment fait n'importe quoi, etc. Même si ça n'a pas forcément eu d'influence sur ses performances, etc. En général, ça en a eu, mais même si ça en a pas eu, c'est bon à le savoir. C'est bon à savoir. Donc, concentrez-vous sur la forme quand vous prenez vos notes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas noter amical, par exemple, mais il invite fréquemment ses collègues au café. Notez pas positif, mais plutôt alors que la situation semblait désespérée, il est intervenu, il a mis en avant tel point, ça nous a permis de progresser. Donc des choses très concrètes, mais qui dénotent une attitude. Parce que quand vous allez en parler avec le collaborateur, je vous assure, vous avez intérêt d'être précis, de pouvoir reciter des faits. Bien, quand il s'est passé ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Dire, ce que j'aime bien chez toi, c'est que t'es très positif. Ok.
Ce que j'ai apprécié chez toi, c'est que tu as fait ça, ça, ça. C'est Ça comment, dénote une attitude ouais, c'est positive comment pour vous la avez boîte. déterminé qu'il était positif. Voilà. C'est comme si vous faisiez un feedback sur l'année écoulée, en fait. D'accord. Ensuite, donc là, on a réuni tous les documents, tout ce qu'on avait à notre disposition. Ouais. Et par contre, tu parlais quand même de l'auto-évaluation. Ouais, il est intéressant de demander au collaborateur de faire sa propre revue, c'est ce qu'on a vu lors du dernier podcast, et avec les mêmes critères que vous allez utiliser. Donc c'est important. Si sa revue est la copie exacte de celle que vous auriez faite, ça veut dire que vous êtes parfaitement en phase. Si ça n'a rien à voir, il y a vraiment un problème. Mais il faut le connaître, ce problème. Il faut le savoir. Une question, donc est-ce qu'on attend que le collaborateur vous a donné son auto-évaluation pour nous faire notre évaluation? Alors, peu importe, c'est votre... si vous êtes un peu fainéant, effectivement, vous allez prendre la sienne, mais le risque, c'est que du coup, ça va être biaisé. Vous soyez un peu biaisé, mais bon, pourquoi pas. Moi, j'ai plutôt tendance à faire en parallèle, c'est-à-dire j'envoie l'auto-évaluation au collaborateur, et je prépare au moment où je l'ai envoyé, je démarre ma préparation de revue de fin d'année. Donc tout le travail de collecte des données que j'ai fait, je vais faire des notes, c'est-à-dire que je vais avoir une feuille sur laquelle, au fur et à mesure que je vais regarder, je vais noter les éléments importants que j'avais oubliés ou bien qui méritent d'être mentionnés. Donc je vais avoir une espèce de, c'est pas une synthèse encore, mais avoir toutes mes données d'entrée en fait qui vont être prêtes. Et la dernière donnée que je vais intégrer, c'est son auto-évaluation, effectivement. Je vais attendre. Quand on donne l'auto-évaluation, il faut donner une date de retour de cette auto-évaluation. Ouais. C'est ce que je disais. disais. Pas que nous donne la veille du. Non. Tout à l'heure, quand on en a parlé, on a dit retour sous une semaine ou sous 2 semaines. Parce que votre propre évaluation, on verra ça plus après, mais vous allez la lui transmettre avant l'entretien. Bon, après, effectivement, si c'est 2 jours avant l'entretien et que vous avez le temps de la lire et de modifier ce que vous avez fait ou pas, pourquoi pas, mais non, moi j'essaierai d'anticiper un petit peu. D'accord. Donc maintenant qu'on a fait le tour de toutes les données à réunir, on peut peut-être passer à l'étape suivante, évaluer les données. Ouais. Alors c'est important effectivement de le faire, c'est ce que je disais tout à l'heure dans cet ordre-là. Si vous commencez à évaluer alors que vous n'avez pas collecté les données, vous risquez de partir dans une mauvaise direction. Donc vous avez votre pile de données devant vous, je le symbolise, vous avez tout lu, au besoin vous avez pris des notes, c'est ce que je disais, parce que devant la masse de données, il faut que vous preniez des notes au fur et à mesure, et déjà vous sentez une espèce d'appréciation générale qui se dégage à propos de la performance de la personne sur la période écoulée. Et cette appréciation générale, c'est forcément moins épidermique que ce que vous auriez fait si vous aviez pris juste votre dernière impression. Et maintenant, voilà la chose la plus importante. Vous allez commencer à évaluer la personne, mais avec un message en tête. On retrouvera souvent cette manière de faire dans nos podcasts, même pour faire une présentation. Quel est le message que je veux faire passer? Voilà. Vous démarrez par le message, en fait. C'est-à-dire que vous vous baignez dans les données, les informations, etc. Votre cerveau accumule toutes ces données, il les fait travailler, il fait sa petite popote, vous notez des choses, et de ce que vous avez noté et de l'impression que vous avez, en ressortir une phrase. Vous allez en ressortir un message, et vous allez vous poser les questions suivantes. Quel est le message principal que je veux faire passer à mon collaborateur? Quelle est la seule chose, s'il doit retenir qu'une chose, une seule chose, qu'est-ce qu'il doit retenir de cette évaluation? Qu'est-ce que je dois surtout pas louper dans mon message? Et ne perdez jamais de vue que ce message est primordial pendant toute l'évaluation. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas passer d'autres messages, mais ils seront secondaires et ils seront au service de ce message-là. Le but, c'est pas d'enlever ce qui est négatif ou positif, parce qu'on a une tendance naturelle à faire une espèce d'évaluation un peu neutre. Ouais, mais si je dis ça, je vais le motiver. Ou si je lui dis qu'il est trop bon, il va venir m'embêter, il va avoir une augmentation de salaire, etc. Non. Il y a des remarques à droite, à gauche, certaines importantes, certaines positives, d'autres négatives. Et le collaborateur, il va ressortir en se disant, bon, je sais pas trop, j'ai l'impression que ça va. Vous voulez pas ça. Vous voulez que le gars, il sorte avec, ok, cette année, voilà ce qui s'est passé. C'est comme ça que je suis jugé par mon boss. Bien ou mal, c'est pas trop la question, mais en gros, j'étais super bon là, j'étais moins bon là. Et ce qu'il va me demander certainement, c'est de continuer ça et d'être meilleur là-dedans. Voilà, faut que ce soit très clair. Donc,
quand vous passez en revue les données, vous prenez un papier et vous reformulez votre message clé à l'aide des différents éléments que vous avez lus. Donc on va y revenir, on va reparler de ce message, mais en gros, il va avoir la formule suivante, il va y avoir l'évaluation, le résultat et les conséquences. Donc vous allez lui dire, voilà comment tu as performé cette année, c'est l'évaluation, voilà ce que ça veut dire pour la boîte, etc., etc. Et voilà les conséquences possibles pour l'année prochaine, etc. D'accord. Tu n'aurais pas un exemple à nous donner, ce serait peut-être plus... Je vous en donnerai un. Alors je peux vous donner un exemple. Je vais vous donner Robert, par exemple. Alors, Robert. Donc, Robert, tu as fait une année incroyable et tu as dépassé tous les objectifs. Je t'ai mis la meilleure évaluation possible. Ça signifie que tu es prêt pour une évolution dans l'organigramme. Je pense te confier la responsabilité complète du contrôle qualité. C'est un exemple. N'essayez pas à chaque fois de déjà... C'est pas obligé que ce soit positif à chaque fois. Non, alors c'est pas obligatoirement positif, surtout pas. C'est pas forcément aussi simple que ce que je viens de dire. Bon bah là le mec il a performé, en plus j'ai une place pour lui dans l'organigramme, enfin voilà, bien, quoi. C'est un peu le truc idéal. On verra après comment articuler le message, mais ce que vous devez retenir c'est que le message il doit tenir presque en une phrase ou un petit paragraphe, que vous allez devoir le répéter souvent et que toute votre évaluation va être basée sur ce message. D'accord. Et en fait quand je disais c'est quelque chose qu'on fait souvent, quand vous faites une présentation, vous allez faire la même chose. Quand vous allez devoir parler à vos salariés, vous allez démarrer avec plein de données pour préparer votre présentation. Vous allez accumuler des données, vous allez noter, vous allez faire une espèce de brainstorming personnel. Et puis à la fin, vous allez déterminer un message et ce sera le fil directeur de votre présentation. Et c'est là que vous serez le plus percutant. Pour une évaluation de fin d'année, c'est la même chose. D'accord. Donc maintenant, on peut écrire le bilan annuel. Ouais. Vous devez l'écrire. Donc c'est quelque chose qui se prépare, c'est pas juste j'y vais avec mon bagou et voilà. Non, vous allez l'écrire et vous allez le garder. Quand vous allez l'écrire, vous allez sélectionner les données qui correspondent le mieux au message que vous voulez faire passer. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, c'est un peu biaisé, mais c'est normal. Vous allez exprimer un point de vue. C'est jamais neutre une évaluation de fin d'année. Faut arrêter de se dire bon, il faut que je fasse un papier, je vais ménager la chèvre et le chou, je vais pas m'engager, etc. C'est pas ce qu'attendent vos collaborateurs. Donc je répète, première phase, vous allez être saturé d'informations sur la personne, puis votre cerveau aura fait le tri, il a dégagé une idée générale qui va être le fil conducteur de votre entretien, et là vous allez étayer votre idée avec du concret en sélectionnant les données. C'est-à-dire que maintenant vous allez trouver des arguments pour alimenter l'impression que vous avez eue. D'accord. Et le message que vous voulez passer. C'est-à-dire que vous allez lui redonner une lecture de son année écoulée. C'est votre rôle. D'accord. Ça prend beaucoup de temps pour faire tout ça. Faut que vous programmiez votre préparation de revue comme une réunion. Donc vous devez effectivement vous préparer, vous donnez un rendez-vous avec vous-même. L'entretien que vous aurez avec la personne sera 1 heure ou moins. À mon avis, vous allez passer à peu près ce temps-là à préparer. Moi, je conseille de faire en 2 temps. Vous faites votre premier travail où vous accumulez toutes les données, vous notez. On dort un petit peu, voilà. On réfléchit, on laisse passer un peu de temps et ça va mûrir. Voilà. Et en plus, comme vous allez faire préparer les revues de fin d'année de tous vos collaborateurs, ça va aussi vous donner une vision d'ensemble. Ça va vous donner une idée des axes de progrès que vous voudrez pour l'année prochaine. Et donc, fatalement, votre revue de fin d'année sera déjà influencée par ce que vous voulez faire l'année suivante. Vous ayez un coup d'avance. D'accord. Donc maintenant, quelle est la suite ? Vous allez écrire votre message clé pour le collaborateur. Vous allez le garder pour l'entretien. Vous allez ensuite prendre un document similaire à celui que vous avez utilisé pour son auto-évaluation. Vous allez noter votre intention sur l'évolution de ce collaborateur aussi pour l'année prochaine. Et donc ensuite, on va rentrer dans le déroulement de la préparation juste avant l'entretien d'évaluation et puis le déroulement. Vous avez fait tout le travail préparatoire et vous allez pouvoir le rencontrer très bientôt. Donc on va aborder 8 points importants. Okay. Le premier, c'est le mail, pour lui expliquer ce que vous allez faire. Le second point, c'est développer votre message clé pour votre collaborateur. C'est la partie la plus importante du podcast. Le troisième point, on parlera de la préparation logistique de l'entretien. Le quatrième point, on vous dira ce qu'il faut faire la veille. 5e point, la liste des choses à apporter. Bon, on ira assez vite là-dessus. Et 6e point, on décrira la progression de l'entretien.
la structure de l'entretien et les règles à suivre, ce sera le 7e point. Et enfin, 8e point, comment se comporter pendant l'entretien. D'accord. Alors, on renvoie alors, donc le premier point, tu parles d'un mail, mais on a déjà envoyé un mail. Oui, tout Donc à on fait. renvoie un autre mail. Oui, tout à fait. Parce qu'ils ont déjà normalement, ils ont déjà la date de rendez-vous. Le premier mail, en fait, l'objet, c'était de leur expliquer pourquoi vous leur envoyez. D'abord pour expliquer le déroulement, et ensuite pour leur expliquer pour leur expliquer le fonctionnement du document d'auto-évaluation. Là, c'est un mail qui a pour but de leur rappeler qu'il y a un entretien qui va se dérouler. Et le but de ce mail, c'est de minimiser le stress qui peut exister autour de cet entretien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de salariés en fait qui considèrent. Qui appréhendent. Ouais. L'entretien de fin d'année. Tout à fait. Ouais. Ils vont être jugés, hein, donc c'est pas toujours agréable. Et puis on peut avoir des doutes, etc., avoir peur qu'il y ait des divergences entre ce qu'on pense avoir fait et ce que notre manager va donner comme jugement sur ce qu'on a fait. Donc il y a toujours un certain stress, et même pour beaucoup de collaborateurs, être en face à face avec vous, c'est pas évident, surtout si vous pratiquez pas le 1 à 1. Il y a un autre aspect qui est important aussi, c'est de bien dire que l'entretien va pas se résumer à une négociation salariale. Ouais. C'est pas inutile de le rappeler, ça prépare le ton de l'entretien. Et d'ailleurs, je précise tout de suite à ce stade que cet entretien n'est pas une négociation en général. C'est ni une négociation salariale, ni une négociation en général. Hein, le déroulement, c'est que votre collaborateur s'est auto-évalué. Vous avez regardé aussi sa performance sur l'année. Donc là, vous allez lui délivrer votre jugement, votre évaluation sur sa performance. C'est pas on va pas négocier et puis après refaire un bilan en prenant en compte ce que chacun s'est dit. Tout ça, ça a été fait précédemment, et vous êtes là pour lui expliquer comment vous le jugez sur l'année. C'est pas une négociation. Donc je vais vous lire un exemple de mail que vous pouvez donner. C'est un petit peu la même chose que le même mail qu'on avait fait quand on avait fait le précédent podcast sur les entretiens de fin d'année. Donc je vous fais ce mail pour vous rappeler notre entretien de fin d'année qui aura lieu à telle heure et à tel endroit. Nous allons discuter ensemble de votre année écoulée. En attendant ce rendez-vous, je vous incite à relire votre auto-évaluation. La veille de notre entretien, je vous donnerai moi-même une copie de l'évaluation que j'ai faite de vous pour que vous puissiez en prendre connaissance. Cela vous donnera l'occasion de voir si nous avons des points de désaccord, et aussi de préparer toutes les questions que vous pourriez avoir. Lors de notre entretien, je suivrai ce plan. Ordre du jour, résumé de votre performance à travers un message clé, et ensuite nous passerons chaque point de l'entretien. Je commencerai par les parties où nous sommes d'accord, et je passerai ensuite aux points où nous avons des divergences. Puis nous pourrons parler de l'année prochaine, ça ne sera pas complet, mais nous pourrons déjà en tracer les grandes lignes. Nous avons 1 heure pour cela. Si vous avez des questions sur le déroulement de cet entretien, n'hésitez pas. Merci d'accuser réception de ce mail. D'accord. Voilà. Bon, au moins ça rappelle exactement comment ça va se dérouler et l'endroit. L'endroit et l'heure. Oui, tout à fait. Le but c'est de rassurer, c'est de cadrer et de rassurer en fait. Et ça 1 semaine avant. Oui, c'est bien si vous faites ça 1 semaine avant. D'accord. Donc ensuite, on va passer au deuxième point. Développer votre message clé pour votre collaborateur. Donc ça, c'est peut-être déjà un petit peu plus, un petit peu plus difficile, un petit peu plus ambigu. En fait, c'est la partie la plus importante du podcast et de l'entretien. C'est ça le plus important. Si vous devez retenir une chose, c'est cette partie-ci. C'est aussi la chose la plus difficile, en général, quand on ne l'a pas pratiquée, et du coup la plus oubliée. Et en réalité, c'est le plus important parce que c'est ça qui va tout résumer et tout rendre simple et efficace. Donc ça, faut pas le faire au dernier moment. Faut vraiment l'avoir tout de suite, quoi. Tout à fait. Dès qu'on est en train de faire son évaluation. Ah oui, il faut l'avoir. L'évaluation du collaborateur. Il faut l'avoir préparé avant. C'est-à-dire que dans le dernier podcast, on vous a expliqué comment collecter les données et on a commencé à parler de la manière dont ce message clé allait être élaboré. Donc je vais y revenir. Alors pourquoi on fait ça? Alors n'oubliez pas que l'entretien que vous allez avoir, ça doit être un des plus chargés au niveau émotionnel pour vous et votre collaborateur. Lui, il est sûrement très stressé, et vous n'êtes pas forcément non plus à l'aise. Juger quelqu'un, c'est pas. Et puis faire le bilan sur une année complète, c'est assez lourd.
Et donc le message doit être clair et vous allez devoir le répéter plusieurs fois pour être entendu. L'attention risque d'empêcher votre collaborateur de bien l'entendre et vous risquez aussi de mal le délivrer en fait. Hein, on dit souvent qu'il faut répéter les choses 7 fois pour qu'elles soient entendues, comprises une seule fois. Et là, vous êtes dans des conditions particulières qui compliquent encore les choses. Donc, si on résume cet entretien très brièvement, vous arrivez avec votre message, vous le détaillez, vous l'expliquez, vous le discutez pendant l'entretien et vous le répétez encore à la fin. L'idéal, c'est même de le faire répéter et de le faire reformuler par votre collaborateur. Ils vont pas apprendre beaucoup de choses pendant l'entretien parce que ils sont mal à l'aise, on l'a déjà dit, puis aussi il y aura pas mal de sujets. C'est pour ça que vous écrivez votre bilan, pour qu'ils puissent le relire avant l'entretien et après l'entretien. Donc, tout est axé, y compris les points de divergence et de convergence, tout est axé sur le message clé que vous allez délivrer. Donc c'est vraiment le point central. Donc un message clé, en gros, il a 3 parties. Première partie, la performance du collaborateur, c'est-à-dire comment il a performé. Vous dites, voilà, cette année, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire vous émettez un jugement sur sa performance. Ensuite, vous décrivez les effets sur l'entreprise, c'est-à-dire les impacts, et ensuite les conséquences, c'est-à-dire ce qui risque de se passer l'année prochaine. On retrouve un petit peu la structure du feedback. Ça ressemble au feedback, c'est pas la même structure. Effectivement, les deux donner l'impact factuel qu'il y a. Quoi. Tout à fait. C'est les 2 premières parties, c'est-à-dire cette année tu as fait ça, tel impact sur l'entreprise, et voilà les conséquences possibles sur l'année prochaine. Alors, au niveau des conséquences, dans le podcast qu'on avait fait il y a quelques années sur l'entretien de fin d'année, on avait déterminé 7 cas de figure pour la personne. En essayant d'être le plus factuel et pragmatique possible, on avait dit l'évolution d'une personne, ça peut être 7 cas de figure, hein, la promotion, l'évolution verticale, l'évolution horizontale, pas de changement, réduire, déclasser ou licencier. Hein, je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait cette liste. Oui. C'est en général ce que font les organisations et pourquoi pas. Mais dans beaucoup de cas de figure, et surtout avec les évolutions qu'on a pu avoir dans les entreprises, les réductions d'effectifs, la crise, etc., ou simplement le fait que vous ne soyez pas forcément dans une entreprise de très grande taille qui offre des opportunités de développement aussi simples, évolution, oui. Je crois que pour la partie conséquences, vous allez faire quelque chose de plus qualitatif et en lien avec l'organisation. Si vous suivez ces 7 critères, vous risquez d'appauvrir un petit peu le champ. On sait aussi que les opportunités de promotion ou d'évolution verticale sont rares dans les entreprises de plus petite taille, et donc je crois davantage à une évolution dans le contenu des missions et dans l'enrichissement du poste. Ce qui est important au cours de cette réunion, c'est de se dire les choses. Au lieu de baser toute la conversation sur le salaire ou de parler vaguement en essayant de ne pas se vexer, on est dans un processus logique où on se dit des choses. On se dit les choses. Donc, la chose la plus importante que vous avez à dire, c'est la performance du collaborateur, c'est-à-dire le bilan. Ensuite, ce sont les effets sur l'entreprise, l'impact de ce qu'il a fait. On fait toujours un lien entre sa performance et l'impact. Et je dis ensuite, on va tracer les conséquences, mais qui sont encore des très gros traits de ce qui va se passer pour votre collaborateur et vous par rapport à ce résultat qu'on vient d'évoquer. En fait, on commence à évoquer ce qui va se passer l'an prochain, mais attention, c'est pas à ce moment-là que vous allez aller dans le détail de ce qui va se passer l'année prochaine. Ça va faire l'objet d'une autre partie de l'entretien ou d'un autre entretien. Moi, je préfère complètement séparer. Vous n'êtes pas en train de modifier ces missions ou de fixer ces objectifs. On reste sur un bilan. Donc, vous pouvez annoncer simplement ce qui va se passer d'une manière générale, car vous voulez laisser du champ et du temps, vous voulez vous laisser un petit peu d'espace à lui et à vous pour vous faire des suggestions. À moins que vous sachiez déjà tout, c'est-à-dire, bon, clairement, là où c'est le plus simple, c'est, imaginons que c'est un vendeur, l'année d'avant, son objectif, c'était de se développer pour pouvoir devenir chef des ventes, vous faites le bilan de fin d'année, c'est très positif et vous avez décidé qu'il serait chef des ventes, parce que votre bilan est très positif. Donc là, c'est simple, vous lui annoncez. Mais c'est assez rare que ce soit aussi simple. Donc là, vous devez être très clair, c'est sur les deux premières parties du message, performance du collaborateur et impact sur l'entreprise ou l'équipe.
Par contre, sur la partie les conséquences, on est plus en train de projeter, mais pas de projeter dans quelque chose de très précis pour le moment. D'accord. Voilà. Il doit tenir en une phrase. L'idéal, c'est que ce soit effectivement une phrase simple. Maintenant, si vous devez faire 2 phrases ou 3 phrases, l'important, c'est que ça ait un bon impact sur lui et que surtout il ressorte, que vous soyez certain qu'il ressorte de l'entretien en ayant vraiment compris dans le détail ce que vous vouliez lui dire. Voilà. D'accord. Donc oui, l'idéal, c'est une phrase simple avec 3 parties. D'accord. Ensuite, on a la préparation logistique. Bon, là, c'est pas trop compliqué. C'est très simple. Vous reconfirmez la salle de réunion et l'horaire de l'entretien. Évitez de programmer ça en premier dans la journée ou en dernier. Alors pourquoi ? Parce que si vous mettez les personnes en entretien dès leur arrivée, elles vont continuer à penser à toutes les petites choses qu'elles auraient dû faire le matin, c'est-à-dire qu'elles font habituellement le matin. C'est un peu le même principe que pour les 1 à 1. Et c'est pareil pour les fins d'après-midi où la personne va être fatiguée, vous aussi, ou préoccupée parce qu'il faut que l'entretien se termine parce qu'il y a les enfants à chercher à l'école, etc. Et donc pour la personne, essayer de les mettre autour du milieu de matinée ou début d'après-midi ou milieu d'après-midi, quoi. Enfin, l'endroit, on utilise la salle de réunion. Idéalement, c'est quand même d'avoir une pièce fermée. Ça peut se faire dans des lieux, je dirais, qui sont pas complètement privés, mais c'est quand même un peu plus compliqué. C'est quand même un événement important, c'est pas mal d'être en tête à tête, la porte fermée, de pas être dérangé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de mail, etc. Et au niveau du placement dans la configuration dans la salle où vous êtes, c'est mieux plutôt que d'être face à face, d'être, je dirais, l'un perpendiculaire à l'autre. Ça permet de montrer qu'on n'est pas dans une logique de négociation ou pire d'affrontement. Voilà. C'est un peu comme quand on fait un feedback, on essaye de jamais se mettre complètement en face de la personne à qui on parle, on essaye de se mettre en biais. D'accord. Ensuite, il y avait une petite préparation la veille. Oui, alors ça fait une énorme différence. Vous allez leur remettre leur revue la veille de l'entretien. C'est-à-dire tout ce que vous avez écrit, vous allez leur remettre la veille de l'entretien. C'est une question de respect. Ouais, ça peut être un peu étonnant. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de donner les sujets ou les contenus avant. Non, mais vous allez gagner des points et vous allez les mettre à l'aise. En plus, vous allez aussi pouvoir vous concentrer sur le message clé pendant l'entretien parce qu'ils auront eu le temps de tout lire. Donc, ils seront déjà préparés. L'idéal, c'est de leur donner de la main à la main le soir pour qu'ils le lisent à la maison. Leur donnez pas trop en avance. Le risque, si vous leur donnez trop en avance, c'est qu'ils le partagent avec d'autres personnes, et ça, c'est pas vraiment ce que vous voulez. Ou qu'ils vous interpellent alors que le lieu où vous allez en parler, c'est l'entretien. D'accord. Mais si on leur donne avant, le risque, c'est quand même qu'ils préparent des contre-arguments. Oui. En discuter le lendemain. Oui, non, mais alors oui, clairement. Alors pour moi, je vois pas ça comme un risque, c'est plutôt un avantage. Les contre-arguments, vous les connaissiez pendant l'entretien, qu'en dehors de l'entretien ou après l'entretien. Oui, on n'aurait pas osé en discuter et puis après l'entretien, ils refont la réunion. À chaque fois qu'on parle d'entretien ou de rencontre avec vos collaborateurs, leur insatisfaction, leurs arguments contraires par rapport à ce que vous dites, etc. Vous avez tout intérêt à les connaître. C'est pas parce que vous ne les connaissez pas qu'ils n'existent pas. Donc le risque, c'est qu'ils vous arrivent après, ou bien que, si vous voulez, le risque, si vous leur donnez pas avant, c'est qu'ils découvrent pendant l'entretien, par exemple, une grosse divergence. Et ça va plutôt un peu les assommer, où ils n'auront pas eu le temps d'y réfléchir, et ils risquent de pas trop réagir par rapport à ça, et ça risque de créer quelque chose entre vous qu'il faudra régler plus tard. S'ils en ont connaissance avant, vous allez pouvoir vraiment rentrer dans le détail pendant l'entretien. En fait, le risque, si jamais vous leur donnez pas connaissance de votre bilan avant, c'est qu'ils n'entendent pas votre message clé, parce qu'ils vont se focaliser, ils vont lire, ça va être plus compliqué. Déjà, il va y avoir une partie où ils vont lire, vous allez parler, ils vont pas vraiment vous écouter parce qu'ils seront en train de lire le document. Et même si vous vous taisez en les laissant prendre connaissance du document, ils n'auront aucun recul par rapport à ce document. Et donc, franchement, vous avez tout à perdre à garder le document secret jusqu'à l'entretien. C'est on pourrait faire un parallèle un petit peu avec les connectiques qu'on fait avant les réunions, etc. On a fait un podcast là-dessus, on a appelé ça le pré-câblage ou quelque chose comme ça.
où on montrait qu'en fait, il était beaucoup plus efficace de dévoiler le sujet d'une réunion et d'un petit peu commencer à évoquer ce qui allait être dit dans cette réunion ou cette présentation, plutôt que d'essayer de faire un effet de surprise pendant la réunion ou la présentation. Bah là, c'est exactement la même chose. Même chose. De toute façon, vous ne faites que différer les choses. C'est-à-dire que s'il y a des contre-arguments, ils vont sortir, autant qu'ils sortent pendant l'entretien de fin d'année. D'accord. Et ensuite, au niveau des documents ou des listes, est-ce qu'on a une liste des choses à apporter? Alors Est-ce qu'on peut conseiller là-dessus? Bah, au minimum, il vous faut 2 copies de deux exemplaires de leur auto-évaluation. Mais surtout 2 exemplaires de votre bilan à vous. Ça va être ce qui va structurer l'entretien. Vous pouvez aussi, si ça vous aide, apporter tous les éléments qui ont permis de faire votre évaluation, c'est-à-dire leurs objectifs de début d'année, si vous les aviez, leurs fiches de poste, les rapports, les notes, les 1 à 1, les anciennes évaluations, etc. En fait, vous allez apporter tout ce qui peut vous permettre d'étayer et d'expliquer à votre collaborateur comment vous en êtes arrivé à l'évaluation que vous faites. On a fait, d'accord, ok. L'autre chose que vous pouvez apporter, c'est une horloge que vous pourrez voir tous les deux, parce qu'il est important de limiter l'entretien dans le temps. Je dirais que après, c'est 1 heure. Hein. Maxi. Et si jamais on a fini en une demi-heure, c'est pas grave. Ah non, c'est même mieux, c'est très très bien. L'indicateur qui vous permet de vous rendre compte que l'entretien a été efficace, c'est le fait que le collaborateur ait assimilé votre message clé. Donc si vous arrivez à ce résultat en une demi-heure, tout le monde sera plus content. D'accord. Donc là, ça y est, on arrive à l'entretien. Comment on peut le structurer? Alors au niveau de la structure, vous n'allez pas aller dans l'ordre du document d'évaluation ou du bilan. Vous allez démarrer par les points sur lesquels vous êtes d'accord et vous allez aller vers les points où il y a de la divergence. Ça vous permet d'être à l'aise ensemble et puis de le mettre à l'aise, et ensuite vous pourrez traiter les points de divergence. Donc c'est toujours plus simple, c'est un peu comme quand on fait une négociation commerciale, c'est toujours plus simple de se démarrer par les points sur lesquels on n'a pas de divergence. Ça permet d'instaurer un climat de confiance et petit à petit d'avancer vers les points où potentiellement il y a de l'écart. Donc vous aurez préparé ça sur une feuille qui ne suit pas le document du bilan. Vous prenez pas votre bilan et vous le prenez pas. On le lit pas. Non, puisque vous l'avez donné à votre collaborateur et théoriquement il doit l'avoir lu. Si jamais votre collaborateur vous dit bah non, j'ai pas eu le temps de le lire, c'est impératif que vous lui laissiez. Ça va être moins efficace, hein, mais c'est impératif que vous laissiez un moment pour prendre connaissance du document. Parce que vous allez avoir votre ordre du jour à vous, et comme je le disais, qui va partir des points de moindre divergence vers les points de plus grande divergence. Donc vous allez leur demander un accord pour chaque point où vous savez que vous êtes d'accord, ça facilite la communication. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein, c'est pas obligatoire. C'est votre jugement qui compte. Hein. Vous êtes en train d'évaluer. Votre but, c'est pas d'arriver absolument à un accord avec votre collaborateur, qu'on soit bien clair. Le but, c'est qu'ils comprennent votre message clé et qu'ils entendent aussi les points de désaccord. Il n'y a pas de négo. Alors, ils peuvent donc ne pas être d'accord, mais ça ne changera pas votre notation. Si jamais ils ne sont pas d'accord, vous leur dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Simplement pour savoir. Là où vous n'êtes pas d'accord, il faut comprendre pourquoi vous ne l'êtes pas. Ça ne va pas changer votre notation, sauf un truc extraordinaire que vous n'auriez pas vu, mais d'une manière normalement, vous avez eu tous les éléments pour juger leur performance. Sinon, c'est toujours bien d'argumenter avec des chiffres, des faits, jamais avec des impressions, des jugements ou des informations générales ou vagues. Hein, je reprends un petit peu, tu faisais le parallèle avec le feedback. En fait, l'entretien de fin d'année, c'est un méga feedback. Donc ça doit se baser sur des choses incontestables, sur des chiffres, parce que souvent les chiffres sont incontestables, mais aussi sur des faits, sur des choses qui se sont passées. Alors si la personne, ça me vient à l'esprit là, si la personne n'a pas redonné son auto-évaluation, c'est-à-dire si elle a refusé de vous rendre son auto-évaluation? Tout à fait, oui. On arrive à la date et puis elle nous a pas donné l'auto-évaluation. Vaut mieux reporter le rendez-vous. Normalement, vous ne devez pas arriver à la date et vous dire tiens,
Elle m'a pas rendu son auto-évaluation. Normalement, vous avez prévu qu'elle vous rende son auto-évaluation avant l'entretien. Donc déjà, une semaine avant l'entretien que vous avez, il vous manque un élément, donc vous devez le lui réclamer. Donc théoriquement, ça peut pas arriver, ça. D'accord. Et si jamais on l'a pas, on reporte. Faut surtout pas faire d'entretien sans auto-évaluation. J'éviterais, ou alors... Surtout les personnes qui sont itinérantes et c'est jamais évident de récupérer les documents ou ils sont à droite à gauche sur chantier. J'éviterais effectivement, mais par contre, il faut faire attention à pas rentrer dans un jeu où vous pourriez laisser penser que les deadlines sont pas sont pas importantes. C'est peut-être à vous de juger par rapport au comportement de la personne. Moi, je vous dis personnellement, la personne refuse de donner son auto-évaluation ou n'est pas apte à la donner. Déjà, il y aura un premier feedback, et ensuite, est-ce que je reporterai l'entretien? Je crois pas. Je crois que je dirais je vais faire mon jugement sans votre propre évaluation. Et puis après, il va falloir faire en sorte qu'elle rentre dans le processus que vous voulez mettre en place. D'accord. C'est justement la chance qu'elles ont d'exprimer leur point de vue sur leur performance. Donc c'est quand même un petit peu gênant si elles ne font pas. Maintenant, très clairement, vous allez voir qu'il y a des gens qui mettent très peu de choses dans leurs auto-évaluations. Moi, j'ai tous les cas. Hein. J'ai des gens qui blindent à mort et d'autres qui me disent mais je suis incapable de remplir votre document. Et puis finalement, elles mettent quelques éléments qui vont quand même servir de base à la conversation. C'est un processus d'apprentissage. Faut aussi laisser un peu de temps aux gens. Ok. Ensuite, on avait donc là, on est arrivé. On va parler du démarrage. Oui. Alors, je vous ai donné la structure de l'entretien, la logique de déroulement. En revanche, pour démarrer l'entretien, une fois que vous êtes devant la personne, vous allez annoncer les choses en 3 parties. La première partie, c'est l'ordre du jour, c'est-à-dire vous allez leur expliquer ce qui va se passer pendant l'entretien, vous allez leur répéter. Donc vous allez leur dire qu'il va y avoir un message clé, qu'ensuite vous allez évoquer les points d'accord et ensuite les points de désaccord, actuellement les idées pour l'année prochaine. Vous rappelez simplement comment va se dérouler l'entretien. Ensuite, vous allez fixer des règles de comportement. Vous allez leur dire l'heure de début et l'heure de fin, en leur disant c'est l'heure maxi, si on a fini plus vite, c'est pas plus mal. Vous allez leur dire que on va essayer de respecter l'agenda, l'ordre du jour. Ensuite, vous allez leur dire que on évitera les comparaisons avec les autres employés. C'est ton entretien individuel. Voilà, parce que c'est un peu souvent ce qui se passe. On essaie toujours de se comparer aux autres, c'est un comportement naturel, mais là, on est dans le jugement de la personne, enfin de sa performance. Ensuite, on va essayer de rester pro, donc politesse, pas de choses trop personnelles et un ton neutre. On va leur dire que si elles ont besoin de faire une pause à un moment de l'entretien, il n'y a pas de problème, on fera une pause, tout en essayant de rester dans le créneau d'1 heure. Qu'on va essayer d'avoir une écoute active de part et d'autre, que les questions de l'autre sont encouragées, qu'on essaiera de ne pas rester bloqué sur un point, c'est-à-dire... c'est pour ça d'ailleurs qu'on a réservé un créneau, parce que si vous voyez que vous vous enlisez à un moment, il faut faire attention, il ne faut pas rester trop longtemps sur un point. Vous délivrez un message, c'est pas une négo, je rappelle. Ensuite, évidemment, pas d'interruption, c'est-à-dire téléphone, ordinateur, mail, ils sont en off, surtout pas de ça au milieu d'un entretien de fin d'année. C'est important à ce stade que le collaborateur comprenne que vous lui délivrez votre bilan, que c'est pas une négociation. Je reprécise parce que c'est important ça. Sinon, vous risquez de vous enliser, vous n'allez pas en finir. D'accord. Alors, comment on peut se comporter pendant l'entretien? Comment on doit se comporter pendant l'entretien? Vous devez être capable de délivrer ce que vous avez à dire avec un sourire. C'est comme un feedback. Vous appelez la personne par son prénom pour la mettre à l'aise, si vous pensez que ça la met à l'aise. Et vous êtes calme. Vous devez rester souriant, courtois, quel que soit ce qui se passe. Et c'est vous le message à délivrer. Tout à fait. Et les réactions de la personne. En fait, c'est vous qui allez déterminer le ton de l'entretien, et vous savez que vous allez avoir affaire à quelqu'un qui est stressé. Même des gens de très haut niveau, c'est le moment où vous allez évaluer leur année. Donc, ils sont stressés. Vous devez l'écouter, le comprendre, même si vous n'êtes pas d'accord. Ça ne veut pas dire que vous allez être d'accord, le fait que vous écoutiez. Mais au moins que vous ayez l'information. N'essayez pas trop de vous justifier, mais écoutez. Vous comprenez la réaction, vous pouvez dire.
Oui, je comprends ta réaction, on n'est pas d'accord sur ce point-là. Néanmoins, mon jugement, c'est celui-là. Et j'ai pris ma décision. Il faut que le collaborateur ait l'espace d'expression, mais il faut aussi qu'il comprenne qu'on n'est pas en train de faire une négo. Une négo. Bah justement, si l'employé il essaye de négocier, Faut dire. obligatoirement ça tient. Oui, pas toujours. Vous lui rappelez les règles. L'entretien, c'est pas une négociation. Ça s'appelle pas négociation, ça s'appelle pas négociation salariale. C'est un entretien de fin d'année. Et ce qui est vraiment important de comprendre pour vous comme pour le collaborateur, c'est on n'obtient pas une augmentation parce qu'on est un bon négociateur. On obtient une augmentation ou une prime parce qu'on a une bonne évaluation. C'est pas la même chose. Et on a une bonne évaluation parce qu'on a performé. Si vous laissez trop de place à la négo dans votre évaluation, vous risquez d'avantager des gens qui ont un grand pouvoir de négociation. Or, vous devez rester par rapport à ça absolument dans la règle. Vous avez jugé votre collaborateur et ensuite ce que vous ferez dépendra du jugement que vous en avez, pas de sa capacité à vous faire du chantage ou à argumenter mieux que vous, etc., etc. C'est important. Et D'accord. donc, pour conclure, je disais, parce on m'a souvent posé la question, on m'a dit, bah oui, donc en fait, en gros, il y a 2 documents. Il y a l'auto-évaluation que le salarié fait, donc l'évaluation qu'il fait de lui-même, et ensuite, le même document que vous allez remplir, qui ressemble dans sa structure, sauf que c'est vous qui le remplissez, et qui prend en plus le message clé. Et, voilà. Et donc, on m'a déjà demandé, mais donc à la fin, on prend ces 2 documents, et puis on refait une synthèse. Et je dis non, il n'y a pas de synthèse à faire. C'est votre document qui fait foi. C'est votre document qui est la synthèse du bilan. L'entretien de fin d'année, c'est une discussion, il y a un échange, mais le bilan que vous faites de votre collaborateur, c'est vous qui l'avez fait, et vous l'avez fait avant l'entretien de fin d'année. C'est-à-dire que l'entretien de fin d'année, alors sauf si vous découvrez un truc que normalement vous ne devriez pas à ce moment-là, sauf ce cas extrême qui doit se produire, moi ça m'est jamais arrivé, et si ça arrive, c'est qu'il y a un gros problème en amont de la communication, sur la communication entre vous deux. Donc l'objet de l'entretien de fin d'année, c'est que vous présentiez le message clé à votre collaborateur et que vous présentiez ce bilan. Ok. Voilà. Alors, donc on a tous les éléments pour faire l'entretien de fin d'année. Tout à fait. Donc là maintenant, vous êtes dans la situation, après cet entretien, où vous allez pouvoir évoquer avec votre collaborateur ses objectifs pour l'année à venir. Moi, je conseille de séparer. Par contre, quelquefois, pour des questions de temps, on enchaîne directement. Ok. Voilà. Eh ben, merci Cédric pour ce bon conseil. Alors j'espère que cet épisode t'a plu. Je trouve que c'est toujours un plaisir de réécouter ces anciens épisodes qui n'ont pas pris une ride. Bon, sauf peut-être un peu au niveau de la qualité du son. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu as eu des déclics et que tu sais désormais quoi faire pour tes entretiens de fin d'année. Si tu as des questions, tu peux venir me les poser sur le forum, j'y répondrai avec plaisir. Mais surtout, si tu souhaites une méthode solide pour tes entretiens, n'oublie pas que tu peux rejoindre la formation EDP avec une remise de 30% en suivant le lien en description et en utilisant le code MONTAGNE. Tu obtiendras dans les minutes qui viennent la méthode complète avec notamment un module spécial sur les demandes d'augmentation. C'est une des questions fréquentes qu'on reçoit sur le forum. Alors pour faire le meilleur entretien possible, fonce et passe à l'action. N'oublie pas le code MONTAGNE. Merci d'avoir écouté cet épisode. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui découvrent Outils du Manager avec ce podcast. Et n'oublie pas de nous laisser une petite évaluation si tu as apprécié cet épisode. Et à très bientôt chez Outils du Manager.